jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invitée aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, et les questions seront posées à Valérie Pécresse en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Valérie Pécresse, depuis la rentrée, nous avons reçu dans cette émission une candidate déclarée à la présidentielle, en l'occurrence Marine Le Pen, un quasi-candidat, Xavier Bertrand, des candidats putatifs, Anne Hidalgo et même François Hollande pour la gauche. Alors dans laquelle de ces deux dernières catégories devons-nous vous placer? Ce n'est pas encore très clair. Ce qui est en revanche, c'est que vous n'avez pas dit non à une candidature. Alors peut-être ferez-vous un pas de plus aujourd'hui vers 2022, quand tous les sondages prédisent pour l'instant un nouveau duel, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Mais les temps étant incertains, il serait bien hasardeux de prévoir quoi que ce soit. Où en serons-nous dans 18 mois de cette pandémie? Nous allons y revenir bien sûr dans la première partie de cette émission, et notamment sur la grogne des petits commerces. Et puis, où en serons-nous aussi en 2022 de la menace terroriste qui nous a durement frappés ces dernières semaines? Là aussi, quelle solution, quel remède préconisez-vous pour affronter cette autre pandémie? Alors, avant d'arriver à tous ces sujets, nous commençons bien sûr par l'actualité de la semaine et l'élection de Joe Biden, annoncée hier. Guillaume Roquette. Oui, le suspense a pris fin. Est-ce que Joe Biden, c'est mieux que Donald Trump pour la France ? Je crois qu'il faut respecter le vote du peuple américain qui a choisi, en élisant Joe Biden, de mettre fin à une présidence Trump brutale, brouillonne, qui était très anxiogène pour le monde. Donald Trump avait choisi de quitter les accords de Paris sur le réchauffement climatique, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il avait choisi la guerre commerciale. Il avait déclaré que l'Europe était l'ennemi des États-Unis en matière économique. Donc on peut avoir l'espoir que Joe Biden va rompre avec cette présidence et retourner vers plus de multilatéralisme. Mais toutefois, il faut se garder d'être naïf. Les États-Unis sont soumis à une énorme pression protectionniste, identitaire, y compris chez les électeurs de Joe Biden lui-même. Et donc c'est pour ça que je crois que l'enjeu pour l'Europe et la France, c'est de retrouver une souveraineté stratégique. Et c'est certainement pas de se dire que l'élection de tel ou tel à la présidence des États-Unis va changer ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire un pays puissance qui veut s'affirmer face à la Chine et qui ne voit l'Europe à ce stade que comme, un territoire de seconde zone. Nous ne sommes pas un territoire de seconde zone. Nous devons nous doter d'une défense européenne. Nous devons nous doter d'une autonomie économique européenne. Et c'est pour ça que l'Europe doit être refondée. Adrien Gindre. L'élection, ce n'est pas uniquement celle de Joe Biden, c'est aussi celle de Kamala Harris, sa vice-présidente. Une femme, pour la première fois à ce poste-là. Vous êtes vous-même femme présidente de région. Est-ce que c'est une trajectoire qui vous inspire, celle de Kamala Harris ? D'abord, la trajectoire de Kamala Harris est une trajectoire digne d'admiration et de respect. C'est une femme qui a été une extraordinaire procureure qui a fait de la justice son combat. Elle a eu un parcours d'une femme très libre, qui a parfois d'ailleurs pas suivi les convictions de son propre camp républicain, donc de son propre camp démocrate, justement, en étant une femme d'ordre. Comme vous avec les Républicains. Une femme d'ordre. Et je crois que c'est un plafond de verre qui saute aux États-Unis. Et il peut sauter en France ? Ce que je crois, c'est qu'en Europe, quand on regarde ce que fait une Angela Merkel, par exemple en Allemagne, dans sa gestion de la crise économique, dans sa gestion de la crise sanitaire, on se dit que peut-être la France aurait besoin d'une Angela Merkel française. Et vous pourriez être cette Angela Merkel ? En tout cas, à ce stade, ce que je suis, et vous le savez, c'est une femme libre qui va dire librement ce qu'elle pense et qui, dans son action, à la place qui est la sienne, en tant que présidente de région, essaye de faire de la politique par la preuve. Mais vous souhaitez qu'il y ait une femme présidente en 2022 ? Ce que je souhaite, certainement pas n'importe quelle femme présidente, parce qu'elle est une femme. Excusez-moi, monsieur Sportouche, de vous dire que l'élection de Marine Le Pen est certainement pour moi un moteur
dans mon engagement politique, un moteur pour s'opposer au populisme et surtout à une présidence féminine qui pourrait conduire le pays à la faillite. Une déclaration de candidature, Valérie Pécresse, Guillaume Roquette. Oui, je reviens quelques instants aux États-Unis. Vous venez de dresser un bilan très négatif du mandat de Donald Trump. Il n'y a rien dans le Trumpisme qui puisse inspirer la droite française, selon vous ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la présidence de Donald Trump avait été brutale, brouillonne et anxiogène. Oui, anxiogène pour le monde. Oui, mais c'est la vérité. Je veux dire, la façon dont il a clivé, la façon dont il s'est opposé, les barrières douanières qu'il a opposées aux produits français. Mais vous dites c'est plus la forme que le fond, alors ? Non, je dis que je pense que M. Trump était habité par la seule et unique défense des intérêts des États-Unis contre le reste du monde, et que, en tant que Française, eh bien évidemment, cette présidence-là, je la combattais. En revanche, il est évident que M. Trump n'aurait pas recueilli autant de votes s'il n'avait pas, d'une certaine manière, répondu à certaines aspirations d'une partie du peuple américain. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Notamment, par exemple, il a beaucoup baissé les impôts. Il a, en matière économique, eu un vrai bilan. Et ça, peut-être, ça doit nous inspirer. Il a été protectionniste, c'est une bonne chose. Ça, peut-être, ça doit nous inspirer. Il a été protectionniste dans un pays, les États-Unis, qui ont la possibilité de l'être. Aujourd'hui, nous, la France, nous devons retrouver notre souveraineté économique. Et moi, je n'ai pas peur de dire que, là encore, dans ma région, j'essaye, avec un plan de relance très puissant, de relocaliser des productions stratégiques qui nous ont cruellement fait défaut dans la première période d'épidémie. Vous connaissez Kamala Harris ou pas du tout ? Est-ce que vous souhaiteriez la rencontrer ? Je ne la connais pas, mais je trouve que son parcours est un parcours exceptionnel et inspirant. Et inspirant. On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, certainement, mais nous pensons bien sûr tout de suite à la situation sanitaire de notre pays. 60 000 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures, 4 421 personnes dans les services de réanimation de nos hôpitaux. Ça fait 87% presque de nos capacités. Alors le gouvernement, Valérie Pécresse, a-t-il selon vous une responsabilité dans ces chiffres records ? Ou vous pensez qu'il fait le maximum pour endiguer cette pandémie ? Je crois que la situation est beaucoup trop grave pour porter de telles accusations. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que de reconfiner le pays. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'État a tout fait bien. Je crois qu'il a voulu tout faire tout seul, et qu'en voulant tout faire tout seul, eh bien, il a été sur certains points défaillant. Pour moi, il y a trois défaillances qui sont assez manifestes. D'abord, on n'a pas tiré les leçons du premier confinement. Il y avait des injustices dans le premier confinement, par exemple les grandes surfaces qui restaient ouvertes, totalement ouvertes, alors que les petits commerces étaient fermés. Il y avait des injustices, on n'en a pas tiré les leçons. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on n'a pas suffisamment cet été anticipé les besoins de l'hôpital dans cette deuxième vague, et je pense qu'il y a un certain nombre d'idées qu'on peut mettre sur la table pour soulager, là encore, l'hôpital. Et troisième chose, on a échoué entre septembre et octobre dans la stratégie tester, tracer, isoler. Il fallait massivement tester, très rapidement tester. Et là, je pense que si l'État s'était appuyé davantage sur des partenaires, si la bureaucratie n'avait pas fait son œuvre, eh bien sans doute, on aurait pu faire plus vite et mieux. Valérie Pécresse, on n'a pas beaucoup entendu l'opposition sur le relâchement estival. Beaucoup ont dit, bien c'est normal que les Français partent en vacances. Donc à ce moment-là, personne ne s'en est ému plus que cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Monsieur Sportouche. Les collectivités locales, l'opposition n'a pas accès aux informations sanitaires. Donc à partir du moment où nous n'avons pas accès aux informations sanitaires, c'est très difficile pour nous de nous prononcer sur une situation dont nous ne connaissons pas les risques. C'est donc au gouvernement qui a les informations sanitaires de prendre une position sur ces risques et de les anticiper. Mais je vais vous donner un exemple très concret. On a l'impression qu'il cache des choses en vous entendant. Non, je vais vous donner un exemple très concret. La seconde vague était un scénario. C'était le scénario du pire. Et c'était un scénario contre lequel nous devions tous collectivement nous prémunir. À la région, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On gère les lycées, vous le savez, on gère tous les lycées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre une seconde vague, sachant que lors de la première vague, nous avions eu 20%, 30% des élèves qui n'avaient pas eu la continuité pédagogique. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? Dès mars, c'est-à-dire le premier confinement, nous avons commandé des ordinateurs portables
pour tous les élèves de seconde, pour tous leurs professeurs. Et donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en mesure en Île-de-France de faire ce qu'on appelle de la demi-jauge dans les établissements, c'est-à-dire des cours à la fois en présentiel et à la fois par Internet. Vous êtes en mesure et vous le faites déjà ou vous allez le faire? J'ai proposé aux proviseurs, lorsque le protocole sanitaire de l'État ne peut pas être respecté, parce que, vous le savez bien, dans les lycées, il y a parfois des locaux exigus. On n'a pas construit des lycées pour avoir des demi-classes. On les a construits pour avoir des classes entières. On n'a pas construit les cantines pour recevoir la moitié des élèves. On les a conçus pour qu'on reçoive tout le monde. Donc il y a des lycées dans lesquels il n'est pas possible aujourd'hui de respecter le protocole sanitaire sans changer l'organisation des cours. Et dans ces lycées-là, j'ai proposé toute une sorte de solution. Les ordinateurs, je vous l'ai dit, mais aussi du Wi-Fi, des clés 4G, 5000 clés 4G là où il n'y a pas de Wi-Fi, des micros paraboliques pour pouvoir faire des cours en audio. Mais donc, quand Jean-Michel Blanquer dit on webcams. va faire une partie des cours à distance, vous dites pas de souci, on est prêt en Île-de-France. Et quand il dit on va annuler certaines épreuves du baccalauréat telles qu'elles étaient prévues pour aller vers davantage de contrôle continu, vous dites quoi? Vous dites très bien, continuons dans cette voie-là. Il y a eu de la concertation, en l'occurrence, avec le gouvernement? Je n'ai pas l'impression qu'au niveau national, on soit aussi près que nous le sommes au niveau régional. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que tous les élèves de France doivent avoir accès à la même qualité d'enseignement. Et sinon, il y aura une génération sacrifiée Covid. Je m'inquiète aussi de la question des absences de professeurs. Là encore, un exemple. La région a fait, pendant l'été, des accords avec toute une série d'agences d'intérim, parce que nous savons que nous allons avoir des agents régionaux dans les lycées absents. Vous savez, c'est les agents de cantine, les agents qui font le nettoyage. Ils sont très importants, parce que si les nettoyages ne sont pas faits, les professeurs, les élèves ne voudront pas aller en cours et auront peur pour leur sécurité. Donc, nous avons fait cet accord avec des agences d'intérim, et tous nos agents absents sont remplacés dans les 48 heures. Ça veut dire qu'on a déjà eu 200 personnes qui sont venues remplacer des agents absents. On s'attend à ce qu'on en ait 700-800 remplacements. Qu'a-t-on fait pour les professeurs absents? Que fait-on aujourd'hui pour les professeurs malades, pour les professeurs cas contact, pour les professeurs en septaine? Je ne sais pas, je n'ai aucune information, mais les parents s'inquiètent. Et c'est ça, plus encore que le bac en contrôle continu. Vous avez des qui me chiffres sur tracasse. l'absentéisme des professeurs? On peut le quantifier concrètement dans les lycées d'Île-de-France? Non, je n'ai pas ces chiffres. J'ai les chiffres sur les agents de la région. Sur les agents de la région, nous estimons que nous aurons 8% de nos agents qui seront en fragilité Covid. Ça veut dire qu'ils auront l'une des 11 pathologies qui font qu'on ne peut pas venir travailler. Donc 8% qui sont en fragilité, plus ceux qui vont être malades ou cas contact. Donc vous voyez que ça représente quand même un bon morceau de la population. Et dans les lycées, pardon de le dire, mais nous avons des enseignants qui sont totalement traumatisés par la tragédie qui s'est produite à Conflans-Sainte-Honorine avec le meurtre barbare de Samuel Paty. Donc nous avons des professeurs qui sont inquiets à la fois de la menace terroriste et de la menace sanitaire. Donc il faut être aux côtés des enseignants, il faut les soutenir, il faut leur apporter notre soutien et les remplacer quand ils sont absents. Et Valérie Pécresse, ils sont aussi inquiets parce que parfois ils voient devant eux des élèves qui peuvent être porteurs du virus, voire souvent asymptomatiques. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il y ait des tests qui soient faits par les infirmières scolaires sur les enfants? Mais absolument. D'ailleurs, est-ce le cas? D'ailleurs, d'une manière plus générale, Monsieur Sportouche, la région souhaite gagner la bataille des tests, comme nous avons au printemps gagné la bataille des masques. Vous savez que sans les régions, il n'y aurait pratiquement pas eu de masques en France. Nous en avons distribué 36 millions aux Franciliens en Île-de-France. C'est pas ce que dit l'État. Il dit que c'est aussi grâce à ces commandes que vous avez pu en avoir. Écoutez, la vérité, Monsieur Sportouche, doit être dite. Nous avons distribué au début du mois d'avril 3,5 millions de masques dans les pharmacies pour les malades fragiles. Ces masques n'y étaient pas. Nous avons donné 2,5 millions de masques aux EHPAD et à l'Agence régionale de santé qu'ils n'avaient pas. Et ça veut dire quoi gagner la bataille des tests? Parce que la bataille des tests, on a le sentiment, mais vous allez peut-être me dire le contraire, que le gouvernement l'a engagé lui-même. Quand Olivier Véran nous dit on développe les tests antigéniques, c'est pas le cas? Ce qui s'est passé en septembre et en octobre, c'est qu'il y a eu un encombrement de tests. Et vous le savez très bien, on a mis 2 ou 3 jours à se faire tester et 2 ou 3 jours à obtenir les résultats. Ce qui veut dire que les cas contacts, pendant 6 jours, ils étaient librement en libre circulation. Ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient cas contacts. Donc on a eu une thrombose du système de tests PCR virologique en septembre-octobre.
enfin les tests antigéniques ont été validés. Maintenant, il faut les déployer à très grande vitesse, parce que ces tests antigéniques, ils permettent d'avoir en 20 minutes le résultat. Donc ils sont très, très utiles. Le gouvernement, de votre point de vue ? Eh bien, le problème, c'est qu'on a des goulets d'étranglement. Quel goulet d'étranglement ? Les préleveurs. Les préleveurs, on manque de préleveurs. On n'a plus assez d'infirmières. Et donc, le gouvernement vient d'accepter, la semaine dernière, enfin, que les secouristes formés puissent prélever, que les pharmaciens aussi puissent le faire. Donc, qu'est-ce que va faire la région ? Nous allons, avec l'Agence régionale de santé, organiser la formation de 2000 secouristes pour obtenir 2000 préleveurs. Et comme ça, nous allons pouvoir démultiplier les tests. Cette semaine, nous avons lancé un projet de barnum de tests antigéniques régionaux dans 50 gares, les 50 principales gares d'Île-de-France. On a commencé avec les 5 plus grosses, et là, on va déployer dans les 10 jours 50 gares couvertes. Et pour répondre, à la question de M. Sportouche, mais je ne l'évite pas, mais il faut que vous compreniez qu'elle s'inscrit dans une bataille des tests que la région veut s'engager à gagner. Le vrai sujet aujourd'hui, les entreprises désormais peuvent faire des tests antigéniques dans leurs locaux. Il reste les collèges et les lycées. Et on sait que le virus circule parmi les adolescents. Donc oui, je demande à l'Éducation nationale de mettre en place très rapidement un protocole. Nous avons acheté 100 000 tests antigéniques à la région. Nous sommes prêts à les distribuer aux infirmières scolaires. Et qu'est-ce qu'on fera avec ces tests ? Eh bien, dès qu'un élève, dès qu'un professeur, dès qu'un agent aura un mal à la tête, un rhume, un symptôme, eh bien, on pourra savoir si c'est le virus ou si ça n'est pas le virus. Et ça, sur autorisation parentale, bien évidemment. Elles sont prêtes à le faire, ces infirmières scolaires ? Est-ce que c'est leur rôle ? Est-ce que vous vous êtes retrouvés face à des refus à ce jour ? Écoutez, à titre individuel, les infirmières scolaires auxquelles j'en ai parlé trouvent que c'est une très bonne idée, parce qu'elles n'ont pas les outils aujourd'hui pour faire face quand elles ont un enfant, un élève malade. Mais, évidemment, nous avons la question syndicale, corporatiste, qui se mêle à cette discussion. Et là, je demande vraiment très solennellement, il faut que nous acceptions tous de ne pas faire uniquement ce qui est dans notre compétence. Il faut que nous acceptions tous, dans l'intérêt général, de faire un peu plus. Si la région n'avait pas acheté des masques, ce n'était pas forcément sa compétence. Si la région n'avait pas acheté des ordinateurs pour les professeurs, ça n'était pas forcément sa compétence. Eh bien, on n'aurait pas de solution aujourd'hui. Là, vous êtes en train de dire qu'il y a des infirmiers et infirmières scolaires qui disent « non, c'est pas notre boulot, on veut pas le faire ». Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a dit que aujourd'hui, il n'avait pas la possibilité de faire cela. Et effectivement, les syndicats qui représentent les infirmières scolaires ont dit qu'elles étaient à ce stade opposées. Mais je pense qu'il faut un protocole national. La balle est dans le camp de l'Éducation nationale. Il faut les contraindre. Elles sont des agents de l'Éducation nationale. Et je crois que c'est très important aujourd'hui que nous ayons la possibilité de tester dans les lycées. Ça rassurera les professeurs, ça rassurera les élèves et leurs parents. Et ça permettra surtout de protéger les vies de nos concitoyens. Concernant le confinement, plusieurs médecins estiment cependant qu'il faut le durcir. Adrien Gindre. Il y a une mesure qui a été mise en place à Paris cette semaine supplémentaire, la fermeture entre 22h et 6h des commerces, l'interdiction de la vente et de la livraison à emporter, également l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique. Est-ce que vous souhaitez que toute cette série de mesures soit étendue à l'intégralité de la région, voire qu'elle soit durcie ? Il y a eu un débat sur le terme de couvre-feu. On a quand même encore le droit de circuler après 22h. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille plus loin dans les mesures coercitives pour lutter contre l'épidémie ? J'ai parlé de cette mesure de fermeture avec le préfet de police de Paris. Elle me paraît sensée pour éviter, au sein de la capitale, un phénomène qui a été constaté par les services de police, qui étaient ces attroupements, j'allais dire sans geste barrière, en face d'un certain nombre de commerces ouverts la nuit, notamment qui distribuaient de l'alcool. Donc, bien évidemment, s'il y a une mesure de police nécessaire pour des raisons d'ordre public et sanitaire, je l'approuve. Cette mesure est d'ailleurs aussi en vigueur dans le département de la Seine-Saint-Denis. En revanche, le préfet de police a considéré que dans les autres départements de l'Île-de-France, il n'y avait pas ce type de trouble. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de durcir ces mesures. Mais le couvre-feu général, est-ce que... au-delà de la vente à emporter, est-ce que vous le souhaitez en France ou pas ? Ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas nécessaire ? Écoutez, à ce stade, je n'ai aucune raison de considérer que le confinement, qui est globalement très bien respecté, moi je vais vous donner un chiffre, il n'y a plus personne, quasiment, dans les transports à partir de 22h en Île-de-France. Pratiquement plus personne, que les personnes qui sont
en train d'aller ou de revenir du travail. Donc il n'y aura plus de métro à partir de 22h, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que nous allons garder l'offre pour permettre à tous ceux qui vont travailler d'aller travailler, mais évidemment en tenant compte du fait qu'il y a beaucoup moins de personnes. Juste une précision sur la manière dont ça s'est passé. Vous parliez du préfet de police à l'instant. Le dialogue avec le préfet de police et avec le gouvernement sont-ils déroulés comme vous le souhaitez? On a entendu à de nombreuses reprises le gouvernement nous dire qu'il souhaitait consulter les élus locaux que vous êtes. On avait cru comprendre que vous étiez assez remonté quand le porte-parole du gouvernement, lui, avait fait l'annonce de cette mesure, visiblement avant la concertation. Oui, absolument. Là encore, je le dis, mais je crois que c'est du bon sens. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires avec beaucoup de leviers d'action. C'est complètement aberrant et j'allais dire, c'est une faute de la part du gouvernement de ne pas concerter avec des élus locaux qui ont autant de leviers d'action dans leurs mains, que ce soit en matière économique, en matière de transport, en matière de formation. Je vous ai parlé de la formation des 2000 préleveurs pour faire des tests, des secouristes. C'est les régions qui gèrent tous les instituts de formation en soins infirmiers. C'est nous qui pouvons former aussi des personnels pour aller soulager les aides-soignants et les infirmières à l'hôpital. Donc ce serait dommage de se priver et des initiatives et des idées des régions. Guillaume Roquette. Oui, Arnaud Montebourg a fait une proposition consistant à fermer les supermarchés pour pouvoir sauver le commerce de proximité et qu'il y ait davantage de gens dans les commerces de centre-ville. C'est ce qui se passe, par exemple, en Catalogne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très mal à l'aise avec toutes les propositions qui visent à opposer les Français les uns aux autres. Bien évidemment, j'ai moi-même été extrêmement douloureusement frappée par la situation des petits commerces. C'est pour ça que d'ailleurs que nous avons réagi et avec l'Association des maires d'Île-de-France et l'ensemble des représentants du monde économique, nous avons demandé que dès que la situation ira mieux, on puisse réouvrir sur autorisation préfectorale et de manière dérogatoire les petits commerces avec des protocoles spécifiques. Mais opposer systématiquement, j'allais dire, les grandes surfaces, les grandes enseignes aux petits commerces, c'est faire une erreur économique majeure. Parce que 60% aujourd'hui des biens qui sont achetés dans des enseignes françaises, Darty, la Fnac, ou des grands magasins. Et là aussi, il y a des salariés. Là aussi, il y a des Français qui vivent de leur travail. Donc je pense que les opposer n'est pas la bonne solution. En revanche, ce qu'il faut faire, et ce qu'on aurait pu anticiper, là encore, c'est développer le click and collect. Et aujourd'hui, ça marche. En Ile-de-France, nous avons mis en place... Click and collect, c'est de la vente à emporter. Oui. Ce que nous avons mis en place en Ile-de-France, c'est un chèque de 1 500 € que nous avons mis en place au printemps pour que tous les commerces puissent avoir un site internet, présenter leur offre et qu'on puisse venir chez eux acheter. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le commerce, on va à la librairie, on va chez le marchand, y compris le marchand de vêtements, et on demande le vêtement qu'on a pu commander en ligne. 1000 aides de 1 500 € de la région ont déjà été versées. Et ça marche très très fort pour les restaurants, bien évidemment, qui peuvent du coup faire de la vente à emporter. Pas après 22h, mais ce matin dans le journal du dimanche... À Paris, monsieur Sportouche. Et l'Île-de-France, ça n'est pas que Paris. C'est entendu, et vous avez raison sur ce point. Appel de 4 fédérations de commerçants ce matin dans le journal du dimanche, pour stopper cette année exceptionnellement ou annuler le Black Friday, cette journée monstre de promotion qui nous vient des États-Unis et qui dope les ventes sur Internet. Est-ce que vous les rejoignez? Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, il faut peut-être faire l'impasse sur cette journée exceptionnelle de Black Friday? Mais est-ce qu'on... Pour justement permettre en fait aux petits commerçants d'écouler leur stock directement par le click and collect plutôt que les grandes enseignes GAFA sur Internet. D'abord, je pense qu'il faut que les Français aient bien conscience qu'ils doivent faire vivre leur petit commerce. Et je crois qu'ils le savent. On a eu énormément de demandes, je pense à nos agriculteurs, on a eu énormément de demandes depuis le printemps de faire des drives, de faire des lieux dans lesquels on va acheter des produits locaux. Donc je crois qu'il y a un réflexe aujourd'hui qui est pris par les Français qui se disent c'est un acte civique, je dois faire vivre, et un acte de solidarité mon petit commerce. C'est la liberté de ta concurrence. Non mais attendez, c'est important parce que on n'est pas là seulement pour infantiliser les Français, on est aussi là pour leur dire qu'ils sont responsables de leurs actes, que quand ils vont aller acheter en ligne, ils n'achèteront pas à leurs commerçants de proximité. S'ils ont un Black Friday avec beaucoup de promotions, ils iront peut-être dessus. Est-ce qu'ils ont raison? Absolument. Ou est-ce qu'il faut l'annuler?
La question, c'est est-ce que nous avons le pouvoir d'annuler une opération qui est une opération mondiale et qui se développe sur des réseaux internationaux. Si la conséquence, c'est que au lieu d'acheter chez Darty ou à la Fnac, on va acheter chez Amazon aux États-Unis en anglais parce qu'on a le même produit et que les États-Unis, eux, ne l'ont pas annulé, ça servira à rien. Donc il ne faut pas faire des slogans, il faut faire du concret. Et le concret, c'est acheter français, acheter à vos commerces de proximité. Et c'est un mot d'ordre qu'on doit se donner tous. Adrien Gindre. Vous parliez il y a quelques instants de l'importance que le gouvernement vous écoute, mais est-ce qu'il ne faut pas que ça marche dans les deux sens et que les élus écoutent le gouvernement? Je pense à un certain nombre d'élus de droite, ou par exemple le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui ont clairement appelé les maires de leur formation politique ces derniers jours à désobéir, à prendre des arrêtés pour autoriser l'ouverture des commerces non essentiels, alors même que le gouvernement demandait d'aller dans l'autre direction. Est-ce qu'ils ont raison d'appliquer cette désobéissance ou au contraire, est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne suis pas dans la désobéissance civile et je n'y serai jamais. Parce que je pense qu'il y a un besoin d'autorité dans notre pays. Et que cette autorité, elle doit être respectée. Voilà. Donc ils ont eu tort. Je crois que quand on est responsable d'une grande région, on doit assurer la cohésion de cette région. Et assurer la cohésion, c'est certainement pas aller contre une directive nationale. Mais globalement, est-ce que vous considérez qu'il y a un manque de cohésion, de solidarité, d'union nationale, même aujourd'hui, face à l'épidémie de Covid? Je crois que l'esprit de responsabilité doit prévaloir. Mais au-delà de l'esprit de responsabilité, il y a le droit aussi de pointer ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut qu'on tire les leçons de ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est une bureaucratie tatillonne qui continue de bloquer un certain nombre d'initiatives. Prenons les tests salivaires. Beaucoup de pays aujourd'hui ont accepté sur leur sol des tests salivaires qui sont beaucoup moins invasifs que les tests, comme on dit, nasopharyngés. Bon, écoutez, voilà, je me demande pourquoi nous sommes encore en retard d'une bataille. Alors, nous allons parler dans la seconde partie de sécurité, mais c'est tout de suite, tout de même, le thème de la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Bonjour, je suis Benoît Piédalu, de l'association citoyenne de défense des droits et libertés, la Quadrature du Net. Vous avez annoncé vouloir déployer la reconnaissance faciale dans les gares d'Île-de-France. Une telle technologie implique un contrôle d'identité permanent, le propre des dictatures et non des démocraties. C'est une technologie qui a sans surprise fait l'objet d'abus là où elle a été déployée. La reconnaissance faciale est également une technologie illégale, comme l'ont déjà reconnu les tribunaux au Royaume-Uni comme en France. Les textes européens et français sont clairs. La Cour des comptes confirme que la vidéosurveillance ne fait pas ses preuves. Pourquoi voulez-vous déployer une technologie inefficace, illégale et qui ne peut pas respecter les libertés fondamentales? Merci pour votre réponse. Valérie Pécresse, la reconnaissance faciale dans le métro, c'est pas rien, c'est pratiqué en Chine notamment. Non mais attendez, moi j'ai jamais demandé qu'on le fasse de la même manière qu'en Chine. Tout ça c'est de la désinformation. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous avons des technologies qui nous permettraient de sécuriser beaucoup mieux notre système de transport. Et que ces technologies, effectivement, la loi, aujourd'hui, ne nous permet pas de les utiliser. Donc je demande un comité national d'éthique qui serait mis en place en lien avec la région et qui évaluerait les bénéfices et les risques de ces technologies. Donc ça n'a rien à voir avec la caricature absurde qui vient d'être faite de ma proposition. Ma proposition, elle est très simple. L'intelligence artificielle dans les transports en commun pourrait être mise en place pour repérer les comportements suspects. Par exemple, quelqu'un qui sortirait un couteau, eh bien, on pourrait avoir un logiciel, parce qu'on a effectivement déployé la vidéoprotection dans tous les transports, et contrairement à ce que vient de dire votre auditeur, Pardon, mais la vidéoprotection, ça protège. La vidéoprotection, c'est extrêmement efficace. Et partout où on a de la vidéoprotection, on a moins de délinquance et on a plus d'élucidation des crimes. Donc la vidéoprotection est efficace. Le repérage des comportements suspects serait très efficace, y compris pour les colis abandonnés. Nous en avons des centaines par an. On pourrait repérer leur propriétaire et pouvoir le lui rendre. Sur la reconnaissance faciale proprement dite, mais je finis. Sur la reconnaissance faciale proprement dite, ce que je demande, c'est ce qu'il y a dans les aéroports, c'est-à-dire la possibilité de faire correspondre un visage avec un fichier de personnes recherchées. Et je peux vous dire que je n'ai pas l'intention d'attendre un nouveau drame dans le métro pour promouvoir cette idée. Alors, on va y revenir sur la sécurité, notamment la loi sur la sécurité globale voulue par le gouvernement dans la seconde partie. Et on parlera aussi de la lutte contre le terrorisme. À tout de suite. Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On revient tout de même sur la pandémie et sur ses conséquences économiques. La première question vous est posée par Adrien Gindre. Vous étiez venu, Valérie Pécresse, dans cette émission après le premier confinement. Déjà à l'époque, on vous avait interrogé sur les conséquences économiques pour la région. Vous évoquiez la perspective de 300 000 chômeurs supplémentaires. On vit là un deuxième confinement plus souple, qui permet davantage à l'économie de fonctionner. Est-ce qu'il aura néanmoins un nouvel impact supplémentaire sur l'économie et l'emploi dans votre région ? Bien évidemment. Bien évidemment, ce deuxième confinement qui frappe un tissu économique qui est déjà extrêmement fragilisé par le premier, aura des conséquences économiques. Simplement, on va connaître un décalage entre... j'allais dire, la perte de chiffre d'affaires qu'aujourd'hui, par exemple, nos commerces de proximité ou un certain nombre de nos PME vont connaître, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme, l'événementiel. Vous arrivez à vous faire plus une de idée en termes d'emploi ? plus de 700 salons en Île-de-France ont été annulés. Nous sommes une région monde qui vit des échanges. Donc à partir du moment où les frontières se ferment, il est évident que l'Île-de-France va être la première région de France impactée, compte tenu de sa structure économique et de son tissu économique. Maintenant, il va y avoir un effet retard. Et moi, c'est là-dessus que je suis très vigilante. Il faut très vite, organiser la reconversion des salariés des secteurs qui vont être en difficulté dans les mois qui viennent vers des secteurs qui recrutent massivement. Parce que le paradoxe de l'économie aujourd'hui en France, c'est que nous avons une économie très puissante, très solide et qui recrute beaucoup dans des nouveaux secteurs. Le numérique, bien sûr, on va télétravailler, téléenseigner, se télésoigner, le bâtiment, les travaux publics, l'environnement avec tout le plan de relance, la sécurité, la cybersécurité, l'agroalimentaire, la santé, le sanitaire et social. Donc c'est l'occasion de transformer l'économie. Absolument. On doit transformer l'économie, mais on doit aussi transformer les compétences. C'est pour ça que la région a ouvert 40 000 formations dans les métiers en tension. Nous avons mis une prime de 1 000 € pour que les salariés en difficulté ou les personnes au chômage se reconvertissent directement vers ces métiers. Et toutes les informations sont sur le site de la région. Et vraiment, c'est important d'être dans la prévention. Est-ce que vous avez évalué, Valérie Pécresse, vous dites 300 000 destructions d'emplois. Est-ce que vous dites avec ce nouveau confinement, ça va augmenter de 200 000 de plus ? C'est quoi la conséquence économique concrète et le nombre de faillites d'entreprises ? Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que nous avons des plans sociaux très importants dans des grands donneurs d'ordre de la région, Safran, Thales, Valeo, ADP, Air France. Donc ces plans sociaux qui vont mettre un petit peu de temps à se dérouler, à se concrétiser, vont avoir évidemment un impact très fort sur le tissu de PME. Nous avons aussi des faillites d'entreprises à prévoir, à anticiper et des reprises d'entreprises aussi à préparer. C'est pour ça que la région a aussi lancé une formation pour la création et la reprise d'entreprises. Nous pensons que des salariés, des artisans peuvent désormais se dire je vais prendre la relève et je vais devenir créateur d'entreprise. Alors on va aller au-delà de la région tout de même parce que ça concerne tout le pays cette pandémie et il y a un déconfinement normalement qui à un moment donné ou pas va arriver. Guillaume Oui, Roquette. on l'espère évidemment avant Noël et certains préconisent un confinement ciblé, c'est-à-dire que pour éviter des mesures trop contraignantes, qu'il n'y ait que certaines populations, les plus fragiles, qui continuent à être confinées, par exemple les personnes âgées. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est certain, c'est que tous nos compatriotes qui sont fragiles doivent se protéger. Et ils doivent faire preuve d'autodiscipline. Et je sais que ça n'est pas facile. Et ça n'est pas facile non plus pour leurs familles qui sont privées de leur rendre visite aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Donc bien sûr, quand on est fragile, on doit se protéger. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à trouver un chemin. Il n'est pas simple à trouver, mais un chemin entre la protection des vies et la poursuite de l'activité économique. Parce que, comme vous l'avez dit, la crise économique et sociale qui va toucher notre pays va être dramatique. Et pour l'anticiper et pour la contenir, pour essayer de l'atténuer, eh bien, il faut que l'activité se poursuive. C'est très important. Vous savez peut-être que... je reviens encore à la région, mais c'est important. Nous avons aidé 400 000 entreprises aujourd'hui avec des prêts relais, avec des avances remboursables, avec aussi des aides à l'investissement pour relocaliser des productions stratégiques dont nous avons besoin. Déconfinement, si vous le voulez bien, parce que c'est important pour les Français et Noël en particulier. Adrien Gindre. Benjamin Guillaume l'évoquait à l'instant. L'espoir, c'est que le déconfinement puisse commencer début décembre, peut-être mi-décembre, le gouvernement nous le dira. Il y a quand même une inquiétude autour de Noël.
c'est un moment de rassemblement familiaux. De manière très simple, est-ce que vous-même, vous imaginez pouvoir rassembler votre famille dans ce contexte pandémique si particulier ? Et est-ce que vous souhaitez qu'on laisse les Franciliens se déplacer, éventuellement aller dans leur famille en région, alors même que tout déplacement de population peut aussi signifier un déplacement de virus ? On doit tout faire pour que Noël puisse se passer en famille. Et ça doit être vraiment un objectif parce que l'État est là pour protéger, parce que nous, les pouvoirs publics, nous sommes là pour protéger et nous sommes là aussi pour permettre que le lien social demeure dans le pays. Alors, tout faire, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais ça veut dire aussi que le développement des tests minutes est très important. Vous voyez les tests minutes, vous vous faites tester. En 20 minutes, vous savez si vous êtes porteur ou pas du virus. Ça vous permet d'aller embrasser vos aînés, ça vous permet d'envisager un réveillon en famille. Mais tout faire, ça ne veut pas dire durcir les règles jusqu'à Noël pour garder l'espoir de pouvoir fêter les fêtes de fin d'année, parce que... Ça, c'est le gouvernement qui connaît les données sanitaires, qui d'ailleurs nous les révélera jeudi, qui nous dira si les mesures qu'il a prises ont été de nature à infléchir la courbe de la pandémie. Et évidemment, il faut que nous sauvions aussi des vies. Mais Valérie Pécresse, si le confinement très clair, si le confinement se poursuit, si le gouvernement le décide pendant les fêtes, est-ce que vous soutiendrez cette démarche du gouvernement ? Il faudra que le gouvernement, en toute transparence, nous apporte les données sanitaires qui fondent sa décision et qui la justifient. Eh bien, écoutez, on verra à ce moment-là. On en vient bien sûr à une autre actualité de ces dernières semaines et qui a aussi concerné cette semaine nos voisins autrichiens, le terrorisme et les mesures aussi, là aussi, pour tenter de l'endiguer, le terrorisme islamiste. L'un de vos anciens collègues des Républicains, Éric Ciotti, propose la construction d'un Guantanamo à la française, c'est-à-dire une sorte de bagne où l'on enfermerait ceux qui pourraient passer à l'acte ou ceux dont on pense qu'ils suspectaient de passer à l'acte, et puis aussi ceux qui auraient purgé leur peine. Dans une peine de sûreté, on les maintiendrait enfermés. Quel est votre avis sur cette question ? Je crois qu'il y a beaucoup de sujets qu'on doit traiter face à cette menace du terrorisme islamiste. Beaucoup de sujets très graves et très importants. Donc il ne faut pas se précipiter vers des solutions simplistes et pas efficaces et pas forcément crédibles. Il faut reprendre tout à zéro. Et donc cette idée Guantanamo, une solution simpliste et pas efficace ? Oui, parce que ça ne répondra pas à toutes les questions que nous devons nous poser et aux nouveaux dispositifs juridiques que nous devons mettre en œuvre. Parce que la vérité, aujourd'hui, on est à la veille de célébrer le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Moi, je ne conçois absolument pas, pardon de vous le dire, j'ai été juge administratif avant de faire de la politique, j'ai été parlementaire, je ne conçois à aucun moment que notre Constitution ait été écrite par le général de Gaulle pour protéger davantage les ennemis de la France que les Français. Voilà. Donc, on n'a pas un état de droit, on n'a pas un droit qui a été conçu pour protéger davantage nos ennemis que nous-mêmes. C'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois qu'il faut réussir à faire passer dans notre droit positif. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Changer la Constitution, 2 ou 3 exemples. Le premier, consulter de manière habituelle des sites djihadistes. Ça devrait être un délit. Le Parlement l'a voté 2 fois. Le Conseil constitutionnel a annulé 2 fois la loi. Propager de la haine sur Internet de manière anonyme, ça devrait être interdit, ça devrait être impossible. On a fait une loi qui était peut-être mal écrite, mal rédigée, mais enfin, elle a été censurée. Les djihadistes, vous en parliez, les djihadistes qui sont aujourd'hui emprisonnés et qui n'ont absolument pas changé de conviction pendant qu'ils étaient en prison. Ils ne doivent pas pouvoir sortir, il doit falloir faire une peine de sûreté comme on le fait pour les psychopathes, criminels sexuels. Cette loi a été votée, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc on a Parce que ce modèle a toujours cru à une réinsertion possible. Est-ce qu'on ne jouerait pas dans ce cas-là le jeu de nos ennemis qui nous ferait changer notre législation et qui nous ferait venir sur leurs principes ? Nous avons aujourd'hui une menace grave et imminente sur les institutions. Relisez la Constitution de 1958. Elle a prévu ce cas du danger grave et imminent contre nos institutions. Quand on décapite un professeur en France, aujourd'hui, quand les menaces sur Internet peuvent se transformer en fatwas dans lesquelles on cible des personnes pour qu'elles soient assassinées. Je veux dire, combien de drames va-t-on subir avant de se rendre compte que la situation
a changé. Mais donc, face à cette gravité de la situation, comment fait-on pour que le Conseil constitutionnel arrête de censurer ces lois au nom de la défense de l'état de droit? D'abord, je crois qu'il va falloir qu'il y ait une vraie collaboration. Il faut que le législateur prenne des lois qui ne se fassent pas censurer. Mais il faut aussi que le Conseil constitutionnel fasse évoluer sa jurisprudence. Il en a totalement le pouvoir de se dire que la gravité de la menace autorise aujourd'hui des lois qui soient des lois plus répressives. C'est une conception, un agiordamento que le Conseil constitutionnel doit faire. S'il ne le fait pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de modifier la Constitution. Nous n'en aurons pas d'autre. Parce que la vérité, c'est que la Constitution de la France, elle doit protéger la France. C'est son rôle. C'est une loi qui doit protéger le pays. Valérie Pécresse, il y a ce qu'on fait nous, et puis il y a ce que font les autres. Il peut arriver que la police, la justice française incrimine des ressortissants étrangers qui sont soupçonnés ou qui ont commis des actes que vous considérez ou qui sont délictueux ou criminels sur notre territoire. Parfois, les pays étrangers ne souhaitent pas reprendre ces ressortissants. C'est d'ailleurs le combat du moment du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait quand on a en France un ressortissant étranger qu'on n'arrive pas à renvoyer dans son pays? On connaît ce problème depuis des années. À un moment donné, il faut qu'on le règle. Nous dépensons des milliards d'euros d'aide vis-à-vis de ces pays partenaires. Nous avons aussi l'arme des visas. À un moment donné, si ces pays ne veulent pas que leurs ressortissants soient expulsés de France, alors même qu'ils représentent un danger pour la France, eh bien à ce moment-là, il faudra prendre des mesures coercitives. Soit supprimer les aides, soit bloquer les visas. À un moment donné, nous avons les moyens de nous défendre. Mais à ce moment-là, la tension avec ces pays-là, parce que ça nous met dans des situations qui peuvent être aussi... C'est pour ça qu'il faut commencer par d'abord aller leur demander d'accepter de les reprendre. Mais à un moment donné, vous comprenez bien que nous devons signer des accords. Et c'est possible de le faire. Il y a certains pays qui ont conclu des accords de retour. Donc Gérald Darmanin fait le bon choix en faisant cette tournée aujourd'hui. Et vous trouvez que le gouvernement fait son travail? Mais moi, je lui demande des actes. C'est-à-dire que si ce dialogue n'est pas fructueux, eh ben, il faudra passer à une méthode beaucoup plus forte et à un rapport de force. C'est ce que vous venez de dire. Guillaume Roquette. Oui, de manière plus générale, Nicolas Sarkozy, que vous souteniez, avait supprimé la double peine. C'est-à-dire que, systématiquement, pour les étrangers qui avaient commis des crimes et des délits, après leur peine en France, ils étaient expulsés. Est-ce qu'il faudrait rétablir, selon vous, cette mesure? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons... Mais ça n'est pas seulement pour le terrorisme. Ça vaut aussi pour les délits et les crimes de droit commun. Nous avons dans nos prisons un surpeuplement. Un surpeuplement qui est indigne de la France. Moi, je soutiens depuis des années le fait qu'il faut construire des nouvelles prisons, d'ailleurs, en séparant en prison de haute sécurité les détenus les plus radicalisés pour éviter le prosélytisme en prison, parce que nos prisons sont surpeuplées et sont le lieu du prosélytisme islamique et l'école du crime. Donc oui, il faudrait construire des nouvelles prisons, comme on ne l'a pas fait, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous avons des prisons surpeuplées. La situation a changé par rapport au mandat de Nicolas Sarkozy. On doit pouvoir dire que les 20% de détenus étrangers qui sont dans nos prisons devraient pouvoir purger leur peine dans leur pays d'origine. Ça aussi, ça se négocie. Ça se négocie avec leur état de nationalité. Valérie Pécresse, est-ce que vous dites, comme beaucoup de politiques, ne pas vouloir faire d'amalgame entre islam et islamisme? Pourquoi vouloir interdire le voile sur les photos d'identité des titres de transport en Ile-de-France? C'est ce que vous avez proposé. Est-ce que c'est pas une manière de semer le trouble, d'entretenir la confusion entre islam et islamisme? Mais c'est pour des simples raisons d'ordre public. Pardon de vous le dire. Aujourd'hui, alors, nous avions une disposition qui disait qu'on posait tête nue sur les photos d'identité des passes Navigo, vous savez, des titres de transport. Et le défenseur des droits, saisi par, je pense, le collectif de lutte contre l'islamophobie, a finalement dit « Ah ben non, il faut qu'on puisse porter qu'on puisse... s'habiller comme on veut. Mais s'habiller comme on veut, ça veut dire aussi porter des couvre-chefs, des casques, des casquettes. Enfin, ça veut dire faire ce qu'on veut. Ben non, je le dis non. On a un risque de fraude. On a un risque de fraude massif au pass Navigo, qui est, comme vous le savez, pas cher du tout. On pourra se le refiler si on n'est pas clairement reconnaissable. Comme sur les papiers d'identité, comme sur les cartes vitales. Aujourd'hui, monsieur Sportouche, est-ce que c'est islamophobe de demander que sur les cartes vitales, on pose tête nue? Vous aviez mis en alerte il y a quelques mois sur l'émergence de listes communautaires, par exemple, au municipal. Au final, on n'a pas vu de liste communautaire remporter des scores. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Je vous parle d'ordre public et de risque de fraude. Pourquoi est-ce que sur les
carte vitale, on demande de poser tête nue, c'est pour pouvoir reconnaître le détenteur de la carte vitale. Pourquoi je demande sur le pass Navigo qu'on pose tête nue? C'est pour reconnaître le détenteur du pass Navigo. Et je suis désolée de vous dire, les fraudes, eh bien, c'est un de mes combats. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme islamique en termes de gravité, mais c'est aussi un combat, et ça commence comme ça, la lutte contre l'insécurité. Mais donc vous le demandez au nom de la lutte contre la fraude et pas au nom du respect de la laïcité. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est au nom du respect de la conviction religieuse qu'on nous a demandé de revenir sur une disposition qui était une disposition clairement de lutte antifraude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un dévoiement d'une disposition qui est une disposition clairement faite pour assurer la sécurité dans les transports. Si on et le respect de la loi. Un tout petit peu dans la situation dans laquelle se trouve notre pays à tous égards, tous les sujets qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on doit réduire l'immigration qui arrive en France chaque année, voire tendre, comme certains l'espèrent, à une immigration zéro? Mais ça fait des années que je le dis, je ne suis pas seule, je pense que toute la droite le dit depuis des années, que nous ne devons accueillir que ceux que nous pouvons accueillir dignement et intégrer. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'accueillir et d'intégrer le nombre de personnes qui se présentent à nos frontières. On n'intègre pas, on n'accueille pas uniquement ceux qu'on peut intégrer. Mais non, aujourd'hui, on le voit bien, nous avons une démographie migratoire qui est trop importante pour pouvoir intégrer. Le séparatisme, c'est quoi ? Le séparatisme, c'est quand il y a trop de personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs de la République sur notre sol. Donc, on le voit bien. Et par ailleurs, il faudrait être quand même aveugle pour ne pas voir le lien entre terrorisme islamiste et immigration. Pardon, mais à Nice, l'agresseur était tunisien, arrivé en Italie. À Conflans, il était tchétchène, arrivé par une vague migratoire. Donc le sujet, c'est quand même l'intégration. Pour pouvoir intégrer, il faut que nous ayons les moyens de le faire. Donc ça veut dire réduire les flux migratoires. Pardon, mais moi je pense qu'il faut passer à une immigration choisie. Là encore, la question de nos lois, de notre constitution, il faut qu'on puisse choisir qui nous accueillons. Combien par an? Mais écoutez, j'ai pas le chiffre. Il y en avait 135 000 sous Nicolas Sarkozy chaque année. Mais je vais vous dire, le sujet, c'est pas le chiffre. Le sujet, c'est la loi de la République. Le sujet, c'est quand on a des faux demandeurs d'asile, qu'on puisse appliquer pour ces demandeurs d'asile qui ne sont absolument pas menacés dans leur pays, qu'on puisse appliquer ce qu'on fait dans les aéroports, c'est-à-dire l'asile à la frontière. L'asile à la frontière, ça permet de renvoyer chez eux en quelques jours des personnes qui demandent l'asile. On le fait dans nos aéroports. On pourrait le faire à toutes les frontières de l'Europe. De la même façon, la directive retour européenne qui permet de donner 30 jours à une personne en situation irrégulière pour retourner volontairement dans son pays. Croyez-vous que cette directive, on ne devrait pas la modifier sur le champ pour permettre des expulsions organisées lorsque quelqu'un est illégalement sur le territoire européen? Tout cela, pardon vous dessinez, il faut qu'on avance. Attendez, l'Europe ne joue pas son rôle. On n'a pas signé Schengen pour que les frontières européennes deviennent des passoires. Et le parcours du Tunisien qui a commis l'attentat de Nice, il est emblématique de tous les dysfonctionnements de la politique migratoire européenne. Tout ce que vous dites là semble sonner comme une sorte d'ébauche de programme présidentiel. Qu'est-ce qui ferait que vous ne serez pas candidat aux élections régionales qu'elles aient lieu au mois de mars ou au mois de juin? Qu'est-ce qui ferait que vous ne serez pas candidate à la présidentielle en 2022? Pardon, je ne comprends pas votre question, il y a trop de négations dedans. Justement, est-ce que vous y mettez, vous, une affirmation? Est-ce que vous serez candidate à la régionale et est-ce que vous serez candidate à la présidentielle? Vous disiez tout à l'heure de Kamala Harris, qui vient d'être élue vice-présidente des États-Unis, qu'elle était inspirante. Donc tout le monde y a lu sur ce plateau, et certainement ceux qui nous écoutent et nous regardent, qu'il y avait là le témoignage d'une ambition. Il y a le témoignage, en tout cas, d'une femme libre qui veut porter un certain nombre de messages. Mais ça, ce sont des éléments. Attendez, monsieur Sportouche, votre calendrier, le calendrier de votre émission et votre calendrier. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est mes administrés, les franciliens, qui sont dans la plus grande crise sanitaire et dans la plus grande crise économique et sociale qu'ils aient jamais traversée. Donc, vous me permettrez de vous dire, le temps des campagnes viendra. Ce jour-là, je reviendrai et je viendrai vous parler de mes ambitions ultérieures. Si la crise sanitaire et économique dure jusqu'à la présidentielle, vous ne vous déclarerez jamais?
J'ai dit que le temps des campagnes viendra et qu'aujourd'hui, je suis comme un capitaine à la barre d'un bateau dans une tempête. Je pense d'abord à amener le bateau à bon port, c'est-à-dire je pense d'abord à toutes ces entreprises, à tous ces chômeurs, à tous ces élèves, à tous ces malades que je dois aider. Et je ne pense pas vraiment à une campagne électorale. Qui leur parle aussi et de quelle ambition et un avis sur le calendrier. Moi, j'ai de l'ambition pour mon pays, vous le comprenez bien, et je ne me satisferai pas d'un pays qui ne soit pas fort, d'un État impuissant. Je ne me satisferai pas d'un Emmanuel Macron qui fait un mandat pour rien en matière d'immigration ou en matière de sécurité et de terrorisme. Et vous soutiendrez le gouvernement quel que soit le calendrier retenu pour les régionales? Pour le coup, ça vous concerne directement? Bon, moi, j'ai en matière démocratique une conviction simple. On peut travailler, on peut se déplacer, on peut aller voter. Et toute autre considération me paraîtrait suspecte. On sait bien qu'il y a une volonté au plus haut niveau de l'État de repousser au calendrier grec des élections qui dérangent. Alors il faut être vigilant. Ah, ben alors, on le sera, vous le serez certainement. C'est l'heure de questions nettes. Le grand jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors nous avons reçu plusieurs messages durant cette émission concernant les fameux ordinateurs que vous avez distribués aux élèves de seconde en Ile-de-France. Et donc un message de Fadi qui raconte que dans son lycée, les ordinateurs fournis sont, je le cite, catastrophiques, inadaptés, impossible d'y installer certains outils et certains logiciels. Qu'est-ce que vous avez acheté du mauvais matériel, du coup, Valérie Pécresse ? Écoutez, si c'était le cas, vous n'auriez pas eu un message, vous en auriez eu 374 000. Et c'est un message que j'ai sélectionné, mais il y en a eu plusieurs. Donc, non, la vérité, c'est que tous ceux qui ont un ordinateur chez eux savent que l'ordinateur peut bugger. Donc, nous avons 374 000 ordinateurs qui ont été donnés à la très grande satisfaction de tous ceux qui les utilisent. Et effectivement, il y a des améliorations à faire. Par exemple, permettre aux enseignants, ce qui est dans votre message, de pouvoir installer des applications supplémentaires. On est en train d'y travailler. Ce qui est vrai, c'est que dans nos lycées, nous n'avons pas d'assistants informatiques. C'est quand même fou, mais nous n'avons pas de personnel qui puisse faire un petit peu office de couteau suisse. Non, c'est même pas de la maintenance, c'est du couteau suisse. C'est-à-dire dès qu'on ne sait pas s'en servir, voilà. Donc je vais demander à tous les étudiants en informatique qui n'auraient pas de stage au deuxième semestre de venir, de candidater pour pouvoir aller dans les lycées faire des stages, pour pouvoir apporter à la communauté éducative le soutien logistique dont elle a besoin. Autre question. Oui, de Noémie qui veut savoir si vous allez faire comme pour le premier confinement, est-ce que vous avez proposé le remboursement du pass Navigo pour les franciliens qui sont en télétravail ? Alors, la différence qu'il y a entre le premier confinement et le deuxième, c'est que le deuxième confinement a été décidé à un moment où les franciliens pouvaient suspendre leur pass Navigo pour le mois suivant. Donc en réalité, on a 80 000 franciliens qui ont déjà suspendu leur pass Navigo parce qu'ils allaient télétravailler. Donc à ce stade, je ne vois pas pourquoi on ferait un remboursement généralisé pour ceux qui aujourd'hui continuent de travailler. Alors, c'est dit, ceux qui n'ont pas suspendu ne seront pas remboursés. Marie-Pierre Haddad. Oui, autre question, il y a certains internautes qui s'agacent des fameuses coronapistes pour circuler à vélo dans Paris. Donc ça, c'était l'idée d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, justement. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop dans la capitale ou au contraire que c'est une bonne idée et qu'il faut étendre le procès ? Alors la région est à fond en soutien d'une politique vélo. Vous savez que nous avons une aide qui continue d'ailleurs de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique en Ile-de-France. Mais il faut faire attention à la cohabitation entre des pistes cyclables et la route à une période où évidemment il va faire mauvais. Donc il y aura beaucoup moins de cyclistes. Donc moi ce que je souhaiterais c'est que les coronapistes qui sont de l'urbanisme transitoire puissent évoluer peut-être aussi au fil des saisons. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon courage, belle semaine, à la semaine prochaine.